Moi, Baba Mal, je suis panafricaniste. C'est pourquoi je regarde et je suis Amani TV. C'est la télé du continent africain. Suivez Amani comme moi. Merci. Bonjour, bienvenue sur Amani TV. Je suis Hamzat Boukari Yabara, historien, auteur de Africa Unite, une histoire du panafricanisme. Nous nous retrouvons donc pour la deuxième émission de notre spécial panafricanisme, consacrée tout au long de ce mois de mai à revenir sur ce courant, ce mouvement, cette doctrine d'unification politique du continent africain et de libération des peuples noirs du monde entier, le panafricanisme. La semaine dernière, nous avions évoqué la manière dont ce mouvement était né dans le contexte des résistances de la diaspora déportée en captivité et soumise en esclavage dans les Amériques. Nous avons montré comment cette diaspora s'est mobilisée pour défendre les intérêts africains et comment, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, à partir du congrès panafricain de Manchester, la question de l'unité africaine devient centrale à travers la mobilisation d'une nouvelle génération de leaders africains. C'est dans ce contexte-là que, en 1945, donc, autour de Kwame Nkrumah, de William Du Bois et de Georges Palmore, la décision de mener la bataille pour la décolonisation est lancée au niveau du continent africain. Et donc on va voir apparaître différentes options dans le champ africain. Du côté des pays dits francophones, qui appartiennent à l'ensemble colonial français, la démarche va être réglée au niveau directement de Paris. C'est-à-dire que les députés africains francophones, dans le cadre de la 4e République qui est mise en place, vont se retrouver élus au niveau de l'Assemblée nationale française. Et donc en 1946, en octobre 1946, ces députés africains, pour la plupart, vont se réunir dans le cadre d'une formation interterritoriale, un regroupement interterritorial de partis politiques qui va prendre le nom de Rassemblement démocratique africain. C'est dans ce rassemblement-là que l'on trouvait donc notamment le PDG de Sékou Touré pour la Guinée, le PDCI de Houphouët-Boigny pour la Côte d'Ivoire, l'Union démocratique soudanaise de Modibo Keïta pour le Mali d'aujourd'hui, mais également l'Union des populations du Cameroun de Ruben Oumiobe et un certain nombre d'autres mouvements qui vont être présents notamment dans les luttes des années 50 pour obtenir les indépendances. C'est la position, je dirais, des francophones, comme on dit. De l'autre côté, nous avons les dirigeants anglophones, les leaders anglophones qui, eux, retournent directement sur le continent africain. Parmi eux, Kwame Nkrumah, qui rentre au niveau de la Gold Coast, le Ghana actuel, et qui va, en 1951, se présenter à des élections et les remporter. Il remporte donc le contrôle du gouvernement colonial et en 1957, il proclame l'indépendance du Ghana. L'indépendance du Ghana est la première indépendance d'un pays au sud du Sahara. Et ce qui est très important à comprendre, c'est qu'elle s'inscrit dans une géopolitique continentale africaine qui est marquée par plusieurs éléments. Vous avez la guerre d'Algérie, donc les nationalistes algériens depuis 1954 sont en guerre contre l'État français pour arracher leur indépendance. Vous avez dans la foulée, en 1955, la guerre du Cameroun, donc les nationalistes camerounais décident également de prendre les armes pour se libérer de la tutelle française, tout en appelant donc aux Nations Unies. Et vous avez également, sur le continent africain, un certain nombre de contestations de l'ordre colonial. Et dans ces débats se pose la nécessité de fédérer les forces. Et donc la position de Kwame Nkrumah, lorsque le Ghana devient indépendant, va être de dire que l'indépendance du Ghana n'est rien sans la libération et l'unification totale du continent africain. Et donc l'indépendance du Ghana ne sera complète que lorsque tout le continent africain sera libéré et uni. Kwame Nkrumah, j'y reviendrai lors de la prochaine émission en m'attardant davantage sur son profil, rend au Ghana son nom originel en donnant le nom d'un empire d'avant la colonisation, instaure un drapeau dans lequel est plantée l'étoile noire de Marcus Garvey et développe une diplomatie qui vise tout simplement à rallier les autres pays indépendants sur sa propre ligne. L'un des premiers pays vers lequel il est en lien, c'est l'Égypte de Gamal Abdel Nasser, qui, quelques années plus tôt, a pris position pour une véritable souveraineté économique en nationalisant le canal de Suez et en accueillant sur son territoire, donc notamment au Caire, un certain nombre de mouvements de libération nationale.
Il y a également des liens avec la Tunisie et le Maroc qui ont pris leur indépendance également en 1956. Tunisie dans laquelle on trouve notamment une base arrière du FLN algérien, dans laquelle exerce notamment le médecin engagé Frantz Fanon. Donc Nkrumah est un peu comment dire, la cheville ouvrière de la construction d'un projet d'unité continentale embryonnaire. Ce projet va acquérir une dynamique particulière en 1958. Que se passe-t-il en 1958? Le général de Gaulle est rappelé au pouvoir en France dans le contexte de la guerre d'Algérie. Il va proposer une nouvelle constitution, dite de la Ve République, dans laquelle il propose le projet de communauté franco-africaine. Et donc tout au long de l'été 58, il se rend dans plusieurs capitales africaines, notamment à Antananarive, Brazzaville, Dakar et Conakry. Et lors de l'étape de Conakry, il y a une joute avec un jeune leader syndicaliste guinéen, nationaliste, Sékou Touré. Lors de cette joute, Sékou Touré dit très clairement que nous préférons l'indépendance dans la pauvreté à l'esclavage dans la richesse. Immédiatement, il y a une rupture qui intervient avec la France et la Guinée est le seul pays qui dit non au référendum et qui prend son indépendance le 2 octobre 1958. Immédiatement, le Ghana de Kwame Nkrumah va tendre la main à la Guinée de Sékou Touré en proposant d'aider la Guinée à rentrer dans sa nouvelle ère d'indépendance. Et donc le Ghana fera un prêt financier à la Guinée de Sékou Touré. Cette solidarité entre le premier État indépendant de l'Afrique britannique, coloniale britannique, et celui de l'Empire français, donc le Ghana et la Guinée, va être l'embryon de ce qu'on va appeler l'Union des États africains. Et ce qui va apparaître dans les mois et les années suivantes, ce sont plusieurs tentatives de regroupement de différents États. L'une de ces tentatives sera notamment la Fédération du Mali, entre le Sénégal actuel et le Mali actuel, qui ne tiendra pas très longtemps et qui amènera donc à l'indépendance du Mali, Soudan français, et donc également à celle du Sénégal. Une autre tentative était celle du Conseil de l'Entente, qui devait réunir donc la Côte d'Ivoire, la Haute-Volta, l'actuel Burkina, le Niger et le Dahomey, l'actuel Bénin, pour justement court-circuiter le projet de fédération du Mali. Donc on voit dans cette période un certain nombre de regroupements qui se mettent en place entre les différents États qui sont en train d'accéder à l'indépendance. Des indépendances qui, dans le cadre francophone, sont plutôt contrôlées par Paris, dans le cadre notamment de ce qu'on appelle les accords de coopération. C'est-à-dire qu'il vaut mieux que les anciennes colonies françaises, dont les intérêts français, restent liées à Paris, plutôt qu'elles s'unissent entre elles. Et donc on a, dans le modèle de décolonisation de l'Empire français, un certain nombre d'obstacles qui se posent au panafricanisme, qui est le projet d'unité africaine et donc de réunir les États africains dans un seul et même ensemble. Et la difficulté la plus grande sera ce qu'on appelle la balkanisation de l'Afrique occidentale française, AOF, et de l'Afrique équatoriale française, en une douzaine d'États indépendants, mais dont la souveraineté est largement amputée, notamment sur les volets économiques et financiers et monétaires, militaires, diplomatiques, politiques et culturels. Par conséquent, le défi de l'unité africaine devient de plus en plus compliqué. Et il va s'aligner sur d'autres enjeux géopolitiques. Le premier enjeu, c'est le soutien à la France ou pas dans le contexte de la guerre d'Algérie. Le deuxième enjeu, c'est le positionnement par rapport à la demande du Maroc qui réclame le retour à ses frontières d'avant la colonisation, d'avant le protectorat, frontières qui vont jusqu'à la frontière avec l'actuel Sénégal et qui inclut donc la Mauritanie et ce qui est aujourd'hui le Sahara occidental. Troisième cas, c'est la crise qui éclate au niveau du Congo belge, avec notamment le renversement de Lumumba par des forces réactionnaires. Et donc ces trois situations, donc la question de la guerre d'Algérie, le refus de reconnaître l'indépendance de la Mauritanie et la crise du Congo, vont amener les États africains à s'aligner en différents groupes. Un groupe qui sera dit le groupe de Brazzaville, qui va réunir principalement les anciennes colonies françaises, moins la Guinée et le Mali, qui soutiennent les positions françaises concernant l'Algérie française. De l'autre côté, le groupe de Casablanca, qui se réunit notamment autour du Maroc et qui réclame justement que l'on repense les frontières héritées de la colonisation et qui inclut notamment le Ghana de Kwame Nkrumah, la Guinée de Sékou Touré, l'Égypte de Gamal Abdel Nasser. Le groupe de Brazzaville
va ensuite s'élargir et devenir le groupe de Monrovia en incluant quelques pays anglophones. Et donc en 1963, lors de la conférence d'Addis-Abeba, qui était une conférence prévue au niveau du groupe de Monrovia, Haïlé Sélassié, l'empereur d'Éthiopie, va utiliser son prestige pour inviter l'ensemble des pays indépendants de l'époque, sauf l'Afrique du Sud évidemment, de l'apartheid, à Addis-Abeba lors d'une conférence. Et c'est au terme de cette conférence-là que sera mise en place ce qui est donc l'ancêtre de l'Union africaine, à savoir l'Organisation de l'Unité africaine. Il faut savoir qu'on est dans un contexte, 1963, où l'Europe est divisée par le mur de Berlin. Et donc pour les Africains, il s'agissait de manière symbolique de montrer leur unité. Sauf que le diable est dans les détails, et évidemment, il était impossible de créer une unité entre des projets aussi différents que le projet fédéraliste et panafricaniste de Kwame Nkrumah et le projet plutôt néocolonialiste et france-africain de Félix Houphouët-Boigny. Et donc on va faire rentrer dans le projet d'unité africaine des divisions entre États qui n'ont pas nécessairement les mêmes intérêts, qui ne sont pas alignés sur le même type de politique et de diplomatie. Par conséquent, l'OUA va être quelque part empêchée de donner sa pleine mesure par rapport au panafricanisme. Mais elle va néanmoins se mettre d'accord sur un certain nombre d'enjeux, parmi lesquels la libération intégrale du continent africain. Et ce sera le comité de libération de l'OUA, installé à Dar es Salaam, qui va soutenir depuis la Tanzanie les différents mouvements de libération de l'Afrique sous domination portugaise, donc l'Angola, le Mozambique, la Guinée-Bissau de Cabral, mais également la lutte dans les années 80, 70-80, contre le pire régime qui était présent sur le continent africain, le régime d'apartheid au niveau de la Rhodésie du Sud, donc le Zimbabwe, et également au niveau de l'Afrique du Sud de l'apartheid. Et donc l'enjeu de l'OUA sera de parachever la libération du continent africain. La question de l'unité, la question du développement, notamment économique, la question également de la sécurisation du continent africain vont être quelque part mises de côté et constitueront les problématiques actuelles que nous avons encore aujourd'hui à régler du point de vue de l'Union africaine. Ce projet d'unité africaine, Nkrumah était celui qui le portait de la manière la plus forte et la plus vibrante. Avant de se rendre à la conférence d'Addis-Abeba, il avait rédigé un ouvrage intitulé « L'Afrique doit s'unir », dans lequel il exposait sa vision de l'unité africaine. Il s'agissait de mettre en place un gouvernement continental dans un cadre fédéral, et ce gouvernement continental devait s'appuyer sur une armée commune, sur une diplomatie commune, sur une monnaie commune, avec un marché commun, une banque centrale africaine, et également, je dirais, un projet de développement industriel continental. Et tous ces débats politiques, institutionnels, autour de l'unité africaine, se font également à un niveau infra. Ils se font au niveau des organisations que l'on pourrait appeler les organisations de la société civile. Et parmi ces organisations-là, il y en a une qui traverse la décennie des années 1950 et qui est très importante. C'est la Fédération des étudiants d'Afrique noire en France, la FEANF. C'est dans le cadre notamment de cette fédération que se mettent en place de nombreux débats sur le type de modèle que l'Afrique doit avoir dans le cadre de son indépendance. Doit-elle être fédérale? Doit-elle être confédérale? Doit-on aller vers des États-nations, vers des nations-États? Et c'est dans le cadre de ces débats notamment que les travaux de Cheikh Anta Diop vont jouer un rôle polarisant. L'unité culturelle de l'Afrique noire, les fondements économiques et culturels d'un État fédéral d'Afrique noire, Nation nègre et culture. Donc tous ces ouvrages vont être dévorés par des étudiants originaires de tout le continent africain qui se retrouvaient en France pour débattre justement des modèles que devait adopter leur pays et de la forme d'unité africaine que devait suivre le continent dans le cadre de son indépendance. En parallèle au débat autour de l'unité africaine, les militants afro-américains qui voient clairement que ce projet d'unité africaine oublie la diaspora, entament de leur côté une révolution autour du mouvement pour les droits civiques. À partir de 1955, notamment avec le mouvement donc, mené par Martin Luther King, jusqu'au milieu, fin des années 60. Et donc on va voir en même temps que ce débat, la question de l'unité africaine, le lien qui est fait avec les combats menés par les Noirs aux États-Unis et le lien qui est fait dans l'idée que si l'Afrique
parvient à réaliser son unité pour devenir une puissance continentale, elle sera en capacité d'appuyer et d'accélérer le combat qui est mené par les Noirs aux États-Unis. Et donc les Noirs américains, Martin Luther King, Malcolm X et bien d'autres, voient de plus en plus l'intérêt qu'ils ont à gagner, à voir l'Afrique s'unir pour qu'une Afrique unie puisse défendre leurs intérêts au niveau donc des puissances occidentales qui soumettent souvent les diasporas africaines à des traitements inhumains et dégradants. Et donc le panafricanisme, dans ce moment charnière des années 60, est en train de se reconfigurer. Il devient une logique d'État qui ossifie quelque part les enjeux révolutionnaires et en même temps il devient une logique, je dirais, d'organisation révolutionnaire qui tente précisément de renverser l'ordre établi et de créer de nouvelles dynamiques. Et ce sont dans ces cadres-là, notamment, qu'un certain nombre de figures vont, je dirais, traverser la longue histoire du panafricanisme et vont, entre les années 40 et les années 70, constituer, je dirais, ce qu'on pourrait appeler le panthéon du panafricanisme, c'est-à-dire les grands noms du panafricanisme, sur lesquels je m'attarderai lors de la prochaine émission de notre spécial panafricanisme. Chers camarades, chers amis, chères téléspectatrices et téléspectateurs, je vous remercie pour votre écoute et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.